At 5, we're here for you. Good evening and thanks for joining us. I'm Darian Trotter. New tonight, a federal judge is ordering ICE and DHS officials to release a 5-year-old boy and his father from detention in Dilley. News 4, the first station to push the news out today. Adrian Arias and his son Liam have been in the South Texas Family Residential Center more than a week now. They were detained January 20th by ICE agents in Minnesota during the Trump administration's immigration enforcement surge. Il arrive parfois que des procédures courantes ne se déroulent pas comme prévu et mettent en évidence des tensions structurelles au sein même du système institutionnel. Au début de cette semaine, une ordonnance rendue par un juge fédéral du Texas a commencé à circuler parmi les professionnels du droit de l'immigration pour des raisons qui allaient au-delà du cas spécifique examiné. Le document traitait de la détention d'un demandeur d'asile et de son fils de 5 ans, survenu après une opération menée hors de l'État et suivie d'un transfert accéléré vers un centre de détention fédéral. La décision ne se distinguait pas par l'annonce d'une issue définitive, mais par le fait qu'elle signalait qu'une procédure institutionnelle s'était écartée de la norme habituellement observée dans des cas similaires. L'épisode a commencé lorsque Adrien Joe Arias et son fils, Liam Ramos, ont été abordés par des agents fédéraux peu après la sortie de l'école de l'enfant. Selon les documents présentés au tribunal, le contact initial a eu lieu par l'intermédiaire du garçon, qui a finalement été utilisé comme élément indirect pour inciter son père à se présenter. La suite a abouti à la garde immédiate des deux et à leur transfert vers un centre de détention au Texas, sans qu'il y ait eu, jusqu'alors, d'audience judiciaire destinée à évaluer la légalité de la mesure. C'est en raison de cette absence de contrôle préalable que la défense a eu recours à un instrument constitutionnel spécifique, demandant l'application de l'habeas corpus afin que le pouvoir judiciaire examine si la détention respectait les limites légales. En examinant la demande, le juge fédéral Fred Beer a adopté une approche inhabituelle pour ce type d'affaires, déplaçant le centre de la discussion migratoire vers une vérification directe des garanties fondamentales et de la procédure régulière. Dans l'ordonnance accordant la demande, le magistrat a affirmé que la Constitution prévaut sur les décisions administratives prises sans contrôle judiciaire indépendant. Le texte soulignait que les mandats émis en interne par le pouvoir exécutif lui-même ne satisfont pas, à eux seuls, à l'exigence de cause probable requise par le 4e amendement. Au lieu de traiter la question comme un conflit isolé, le juge a replacé la décision dans un contexte plus large, dans lequel les pratiques administratives visant à atteindre des objectifs opérationnels peuvent avoir des effets incompatibles avec les principes constitutionnels car il faisait référence à des éléments historiques et institutionnels rarement présents dans ce type d'ordonnance. Le juge a mentionné les fondements du constitutionnalisme américain et a fait remarquer que le rôle du pouvoir judiciaire consiste précisément à intervenir lorsque des procédures accélérées remplacent les garanties juridiques formelles. Bien qu'il n'ait pas anticipé le résultat final de la demande d'asile, l'ordonnance a clairement indiqué que toute décision finale devait être prise dans le cadre d'une procédure ordonnée et juridiquement valide. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au contenu immédiat de la décision. L'ordonnance a fixé un délai pour que le gouvernement procède à la libération du père et du fils, ce qui a conduit les analystes à observer comment le système réagirait face à une décision judiciaire claire dans un contexte de politique migratoire hautement opérationnelle. Pour une partie de la communauté juridique, le point central n'était pas le sort individuel des demandeurs, mais le précédent discursif créé en réaffirmant les limites institutionnelles. À partir de ce moment, l'affaire a été interprétée comme un signe que certains mécanismes, jusqu'alors considérés comme routiniers, étaient réévalués sous un angle constitutionnel plus rigoureux. Dans de tels scénarios, suivre les décisions qui s'écartent du cours habituel aide à comprendre comment le système s'adapte lorsque ses propres procédures sont soumises à un examen continu, ce qui n'est visible qu'après une analyse attentive et un suivi cohérent des mouvements institutionnels. À partir de ce moment, l'affaire a cessé d'être considérée comme un simple cas isolé de détention illégale pour s'inscrire dans un contexte institutionnel plus large, impliquant plusieurs organes et niveaux du système migratoire et judiciaire américain. L'action du département de la sécurité intérieure, par l'intermédiaire de ses agences opérationnelles, a alors été examinée non seulement sous l'angle de la politique migratoire, mais aussi à la lumière des limites formelles imposées par la Constitution lorsque des mesures administratives affectent des droits fondamentaux. C'est dans ce contexte que les juristes ont commencé à souligner la distinction entre les mandats administratifs et les mandats judiciaires. Une séparation qui,
bien que consolidée dans le droit constitutionnel, était remise en question par des pratiques récentes. Les mandats administratifs, émis en interne par l'exécutif, ont une fonction opérationnelle spécifique, mais ne remplacent pas l'exigence d'une autorisation judiciaire indépendante lorsqu'ils impliquent des perquisitions, des saisies ou des détentions prolongées. Cette différence, souvent considérée comme technique, a pris une place centrale dans le débat, précisément parce qu'elle a été ignorée dans la procédure qui a conduit à la détention d'Adrien Joe Arias et de son fils. À partir de là, le débat a également porté sur les précédents historiques liés à l'utilisation de l'habeas corpus comme instrument de contention institutionnelle. Bien que largement associé aux affaires pénales, l'habeas corpus a une tradition plus large dans le système juridique américain, étant utilisé chaque fois que la légalité de la privation de liberté est remise en question, quelle que soit la nature administrative ou pénale de l'acte. La décision du juge Fred Beer a réactivé cette interprétation plus large, rappelant que l'instrument ne perd pas de sa force lorsqu'il est appliqué aux politiques publiques. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'ordonnance judiciaire a eu des répercussions au-delà du circuit habituel des affaires migratoires. Des professeurs de droit constitutionnel ont fait remarquer que l'ordonnance ne créait pas une nouvelle règle, mais réaffirmait des principes déjà existants qui avaient été relativisés dans la pratique quotidienne. La mention explicite du 4e amendement et de la nécessité d'une cause probable validée par une autorité judiciaire indépendante a servi de point d'ancrage institutionnel au milieu de procédures accélérées. Un autre élément qui a fait l'objet de discussion était le rôle des objectifs administratifs en matière d'expulsion dans la structure de l'exécutif. Bien que les objectifs opérationnels ne soient pas illégaux en soi, les analystes ont souligné que leur application mécanique peut entraîner des distorsions lorsqu'ils empiètent sur les garanties procédurales. Cette affaire a montré comment la pression pour obtenir des résultats quantitatifs peut influencer les décisions au niveau opérationnel, repoussant l'évaluation juridique à un moment ultérieur lorsque les effets se sont déjà matérialisés. Dans ce contexte, la situation procédurale du demandeur d'asile lui-même a également pris de l'importance. Les registres indiquent que Adrien Joe Arias s'était présenté par les voies officielles, avait entamé la procédure légale et s'était présenté au point de contrôle exigé par le système. Cette information a été utilisée par des experts pour illustrer un changement de critère, selon lequel le respect des étapes prévues ne garantit pas nécessairement une protection contre des mesures coercitives immédiates. Cet épisode a donc été interprété comme le signe d'un rééquilibrage institutionnel toujours en cours. À l'approche de la fin de ce bloc analytique, les observateurs ont commencé à souligner qu'il était essentiel de suivre ce type de décision dans le temps, pour comprendre s'il s'agissait d'un ajustement ponctuel ou d'un mouvement plus large au sein du système. Des lectures continues et contextualisées permettent d'identifier des modèles émergents, qui ne se révèlent pas dans des analyses fragmentées, en particulier lorsque plusieurs instances institutionnelles commencent à interagir de manière moins prévisible. Avec la diffusion de l'ordonnance judiciaire entre les différents niveaux institutionnels, la discussion a cessé de se concentrer sur le fait immédiat et s'est orientée vers les interprétations concurrentes sur ce qu'elle révèle au sujet du fonctionnement institutionnel des États-Unis. Pour une partie des spécialistes en droit constitutionnel, la décision rendue par le juge Fred Beer représente la réaffirmation de principes constitutionnels classiques qui n'ont jamais été abrogés, mais qui avaient été progressivement écartés du centre des décisions liées à la politique migratoire. Dans cette lecture, l'épisode n'établit pas un précédent novateur, mais interrompt une pratique administrative qui s'est consolidée au fil du temps sans supervision judiciaire cohérente. Dans un sens différent, certaines analyses placent l'affaire sur un terrain plus incertain. Ces observateurs soulignent que le système migratoire fonctionne depuis des années selon un arrangement hybride, dans lequel les décisions administratives et les contrôles judiciaires coexistent dans une tension permanente. Dans cette optique, l'ordonnance ne constituerait pas un changement structurel, mais une correction ponctuelle, influencée par des circonstances spécifiques, par le ton inhabituel de l'ordonnance et par la sensibilité particulière d'une affaire impliquant un enfant. La portée concrète de la décision dépendrait donc des réponses que d'autres tribunaux apporteront à des situations similaires. Un autre axe important du débat concerne les limites effectives de l'autorité judiciaire lorsqu'elle est confrontée à des structures administratives vastes, complexes et fortement opérationnelles. Les registres disponibles indiquent l'existence de nombreuses décisions antérieures
qui ont déterminé des ajustements procéduraux ou des autorisations individuelles, avec des degrés variables de respect et de contestation de la part du pouvoir exécutif. Dans ce contexte, l'efficacité des ordonnances de cette nature est évaluée non seulement en fonction de leur cohérence juridique, mais aussi en fonction de la capacité institutionnelle à produire des effets cohérents et durables. L'interprétation de l'utilisation de l'habeas corpus dans des contextes administratifs reste également controversée. Alors que certains juristes soutiennent que cet instrument doit être utilisé chaque fois qu'il y a privation de liberté sans contrôle judiciaire adéquat, d'autres mettent en garde contre le risque de saturer les tribunaux fédéraux avec des litiges qui seraient traditionnellement résolus dans les instances administratives. Cette divergence n'indique pas la formation d'un consensus, mais expose un conflit conceptuel sur les limites entre l'efficacité administrative et le devoir constitutionnel. Un autre point encore en suspens concerne le langage utilisé dans la décision. Pour certains analystes, les références historiques et constitutionnelles reflètent en fait une tentative délibérée de repositionner le pouvoir judiciaire comme acteur central dans un débat qui était jusqu'alors principalement mené selon des paramètres opérationnels. D'autres estiment que ce style argumentatif, bien que techniquement fondé, pourrait se heurter à une résistance de la part des tribunaux supérieurs, moins enclins à rendre des décisions à forte connotation institutionnelle explicite. À mesure que l'affaire progresse, l'idée se fait de plus en plus forte que ces effets les plus importants pourraient ne pas se situer dans le résultat final de la demande d'asile, mais dans la manière dont les futures détentions seront organisées, justifiées et documentées. Le débat se concentre donc désormais sur les réactions en chaîne que ce type de décision peut déclencher, que ce soit par le biais d'ajustements administratifs préventifs ou de nouvelles contestations judiciaires qui testent des limites similaires dans des contextes différents. Jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si cet épisode marque le début d'un rééquilibrage plus large, ou s'il restera un cas isolé dans un système déjà soumis à des tensions récurrentes. On observe un processus en cours dans lequel les interprétations se font concurrence, les institutions réagissent de manière inégale et les effets finaux dépendent de décisions qui restent à prendre. Dans des contextes comme celui-ci, suivre attentivement les développements permet de comprendre non seulement le cas spécifique, mais aussi le mouvement plus large du système à mesure qu'il réagit à ses propres contradictions.